Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie, un conte de fées. Aujourd'hui, une belle histoire, celle d'un épicier devenu écrivain, un homme amoureux des mots, dont le premier roman vient de paraître aux éditions Lattès dans la collection Grenade. Ça s'appelle La Sainte Touche et c'est ce qu'on appelle un phénomène de librairie. Avec nous en plateau, son auteur Djamel Cherigui. Bonsoir Djamel. Bonsoir. Et avec nous en plateau aussi notre expert culture Xavier Silly. Bonsoir Xavier. Bonsoir à vous, bienvenue. Merci de m'accueillir. Et on va parler bien sûr de vos inspirations, la façon d'écrire. Pourquoi La Sainte Touche? La question, on vous la pose tout de suite. Pourquoi la Sainte Touche? Qu'est-ce que ça veut dire la Sainte Touche? La Sainte Touche, c'est le jour des allocations. Autrement dit le 5 du mois. Et on vit dans une région où malheureusement beaucoup de personnes encore vivent des prestations sociales. Donc c'est un terme que j'entends depuis petit. Et ça fait aussi écho à une scène du livre. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un titre qui était intéressant à noter. Et vous avez un parcours assez atypique qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à écrire ce livre. Déjà, racontez-nous un peu votre parcours et ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture. Pour moi, la littérature, c'est vraiment consubstantiel à l'ouverture de mon épicerie. Quand on est épicier, on a beaucoup de temps libre. Donc forcément, il faut bien meubler ce temps. Et pour moi, ça a été la littérature. Donc je me suis mis à lire des livres avec une certaine frénésie, avec une certaine boulimie. Donc j'ai enchaîné les classiques et les moins classiques. J'ai été d'un auteur à l'autre. Et au bout d'un moment, j'ai eu aussi moi envie d'écrire mon histoire. Écrire votre histoire, on y reviendra, c'est légèrement autobiographique. Mais vous avez une jeunesse assez difficile. Un peu turbulente, un peu chaotique. Racontez-nous. Quand on arrête l'école tôt et qu'on se met à vagabonder un peu dans la rue, il faut bien se trouver des occupations. Et vous connaissez le proverbe, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc quand on n'a pas forcément d'occupation, il faut quand même trouver de l'argent pour subsister à ses moyens. On est amené à faire des choses parfois pas très légales. Vous disiez en interview que votre vie avant elle était merdique. C'est ça. Citer. C'est ça la vie merdique entre guillemets, c'est l'oisiveté dont vous venez de parler? C'est pas forcément, il n'y a pas forcément grand chose d'attrayant, on ne sait pas quoi faire de ça. Je pense que l'un des sentiments les plus horribles pour un être humain, c'est de se sentir inutile. Et quand on n'a pas de place, quand on n'a pas de fonction dans la société, moi c'est un peu ce qui m'arrivait, ouais. Alors justement, vous vous lancez dans l'écriture, ça a été quoi le déclic de se dire moi aussi je peux le faire finalement? Parce que c'est ça qui est intéressant avec votre parcours. C'est pas forcément un déclic qui se passe en une nuit ou en une seconde ou en une minute, c'est plus un travail au long cours, c'est d'abord beaucoup d'hésitation, beaucoup de pas en avant, puis de pas en arrière, et j'avais aussi ce problème de légitimité où comme j'ai arrêté l'école en première, je me sentais pas forcément apte à écrire un roman et à être légal, je sais pas si je suis légal, mais du moins à faire comme les romanciers que j'adulais, que j'adorais pour ainsi dire. C'était qui ces romanciers d'ailleurs? Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup Céline, j'aime Balzac, j'aime Proust, j'aime Bukowski, Fante, je pourrais en citer Emmanuel Carrère pour dire des plus contemporains que j'aime beaucoup aussi. Et vous écriviez donc la nuit et vous relisiez le jour. C'était un travail titanesque pour une première approche de l'écriture. Vous avez réussi à le faire en combien de temps ce livre? Ça a duré à peu près 1 an et demi. Et une fois je lisais un roman de Céline où dedans elle disait j'aurais jamais écrit une ligne si j'étais pas insomniaque. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est mon insomnie qui m'a ramené aussi à l'écriture. Et 20 000 exemplaires, plus de 20 000 d'ailleurs, qui ont été vendus. Pour une première, c'est fantastique, j'ai envie de dire. Comment on se sent après ça, quand on a votre parcours et qu'on arrive à ce score-là? Je suis assez fier, je suis content. Mais après, c'est pas une fin en soi non plus. Il y a encore du boulot derrière. Et puis moi, je travaille toujours à l'épicerie. Donc, hormis les moments où je vais à Paris ou quand je viens dans les locaux pour téléviser, pour être dans des plateaux, il n'y a pas grand-chose non plus qui a changé ma vie. Je travaille toujours, je côtoie les mêmes personnes. Donc, Et on va parler maintenant de l'histoire. On va se plonger donc dans La Sainte Touche. Votre héros, il n'a pas de prénom. On l'appelle l'artiste. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être vous, ou moi, ou monsieur, ça peut être n'importe qui. Je voulais qu'on puisse s'identifier à lui plus facilement. L'artiste, ça fait partie du vocabulaire que vous entendez souvent? C'est un surnom comme ça qu'on se donne? Ouais, longtemps j'ai appelé mes clients, les jeunes du moins, je les ai affublés de ce patronyme. Ouais. Alors, dans cette histoire, on retrouve un tandem, un marginal et puis un épicier peu scrupuleux. Ça se passe dans le nord de la France. Vous êtes vous-même épicier à Roubaix. Il y a une large part d'autobiographie dans ce livre, ces aventures un peu folles qu'on suit. Ça se passe dans le nord de la France, c'est jamais dit ça. On le suppute. Oh, ça ressemble quand même beaucoup. Ça ressemble, mais il faut le suggérer. En Belgique, on sent qu'il y a une accroche locale quand même. Mais ce que j'ai voulu faire aussi, c'est un peu faire un livre dans le ton des peintures, vous savez, impressionnistes, où on suggère les choses plus qu'on les dit. Donc c'est vrai que c'est suggéré que ce soit dans le Nord, mais c'est pas clairement dit.
Et alors, une part d'autobiographie, on suit notamment le duo du trafic de drogue, du deal de quartier. On les suit aussi dans l'aventure de la cave de l'URSSAF qui viennent un petit peu mettre à mal le business. Voilà, c'est de l'autobiographie. Il y a des choses vraies, il y a des choses moins vraies, il y a des choses que j'ai entendues, que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi-même, vous savez, je m'en rappelle plus très bien. J'ai pas une très bonne mémoire, enfin, du moins pour ces choses-là. Mais par exemple, pour le téléspectateur, pour une scène que j'ai pu mais voir dans je le pense livre... pas que ce soit forcément important, que ce soit vrai ou pas. Non, mais ça fait partie des inspirations et c'est aussi intéressant. Ça donne un petit peu un côté vivant. C'est aussi une part importante du livre. Ouais, mais vous savez, il y a un auteur qui avait écrit un livre qui se plaçait à Venise, et on lui demandait sans cesse, mais est-ce que vous avez été vraiment à Venise? Et il leur a dit, peu importe que j'étais là, l'essentiel c'est que vous y soyez quand vous lisez le livre. Après je vous dis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça appartient aussi au mystère de l'écrivain. Le fait que justement on vous ait dit, ça se passe dans le Nord, est-ce que ça veut dire pour vous Paris réussi? Ça veut dire qu'on a réussi à se projeter dans le Nord de la France, et ça veut dire que votre écriture elle est assez précise sans l'avoir nommée? Ouais, j'aime à penser que le lecteur fait aussi un effort d'imagination, que tout soit pas clairement dit, qu'il y ait aussi une volonté de sa part d'essayer de comprendre. Alors il y a une part un peu, pour moi c'était un peu comme un film. J'ai l'impression qu'on était un peu, ou même une série télé dans Breaking Bad, ça part un peu dans tous les sens, on vit des situations assez rocambolesques. On s'attache aux personnages aussi. C'était une volonté de faire des personnages assez forts, et notamment celui de l'épicier d'Alain. Ouais, je pense qu'on a aussi notre génération, on a grandi avec les séries, avec la télé, les jeux vidéo, donc c'est intrinsèque à ma personne, je pense. En écrivant, même si je le fais pas forcément exprès, il y a des narrations, des actes narratifs qui vont s'apparenter à des séries ou à l'univers cinématographique, je pense. Et ce qui est aussi intéressant dans ce livre, et le téléspectateur qui va le lire va pouvoir le voir, c'est que ce personnage d'Alain est antipathique, il est assez agressif même, et finalement on s'attache quand même à lui. Vous avez réussi à lui donner un côté sympathique, c'était une volonté aussi? C'est le concept de l'anti-héros un petit peu. Après j'ai rien inventé, on connaît ça depuis les Grecs, et puis toute la littérature de la Renaissance, puis du XVIIe, et ensuite toute la littérature romantique, on retrouve ce procédé, c'est des procédés qui sont souvent utilisés. Vous savez, je pense qu'on n'invente plus rien depuis les Grecs. Tout ce qu'on fait, c'est ramener sa pierre à l'édifice et prolonger le système. Mais les anti-héros, je trouve ça intéressant, ouais. Et Xavier parlait d'une écriture cinématographique, ça veut dire qu'on va avoir une adaptation sur le petit écran, sur le grand écran? On espère, il y a des projets. Il y a déjà un producteur qui est sur le coup, on n'a encore rien signé, mais... Pour le cinéma? Pour le cinéma. Après, s'il y en a d'autres qui nous écoutent, si Monsieur Desplechin nous écoute, pourquoi pas? La porte est ouverte. Ça s'est passé comment cette rencontre? Ce livre, vous le connaissiez, ce producteur? Non, il contacte la maison d'édition. Vous savez, quand on signe dans une maison d'édition, vous abandonnez un petit peu votre livre s'il vous appartient un peu moins. Donc c'est tout ce qui est contractuel, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Ça vous ferait plaisir? Ouais, ça me ferait plaisir de voir mon histoire sur le grand écran, ouais. Et justement, une histoire, enfin, juste pour revenir sur le livre, parce que moi, ce que je trouvais intéressant, c'était la façon d'écrire et peut-être le côté un peu libre de l'écriture dans le bouquin. On a l'impression, voilà, que vous développez un peu l'histoire sans trop penser au livre en général. C'est un peu, c'est un flux continu qui se passe. C'était ça un petit peu le travail? Ça se lit comme un flux continu, mais c'est pas forcément écrit comme ça. Il y a quand même pas mal de boulot derrière. Donc on écrit un premier jet, puis on repasse dessus, on enlève des adjectifs pour pas que ce soit trop bavard, on essaye de resserrer l'intrigue, mais j'ai accordé beaucoup d'importance au style. Ouais, j'ai essayé du moins. Mais par contre, il y a l'argot, il y a les abréviations, il y a la façon, enfin, parler du livre. C'était aussi une volonté de donner un ancrage très, urbain et pas forcément sophistiqué. C'était vraiment. Ouais, ça fait pour moi, ça fait partie. C'est une des palettes de la littérature, mais encore une fois, j'ai rien inventé. Céline l'a fait avant moi, François Villon, qui est un poète du XIVe siècle, qui l'a fait aussi. On peut remonter jusqu'à Pétrone comme ça. Pétrone, il voulait casser la langue de Cicéron, comme il disait, parce qu'il voulait raconter des histoires comme on parlait dans la Rome, dans la Rome plus populaire. Et il y en avait marre de ces grandes logorées qui étaient plus universitaires. Donc encore une fois, j'ai rien inventé. J'ai repris. En tout cas, c'est un livre très rafraîchissant. Cette manière. Merci beaucoup, Jamel Chérigui. Je rappelle votre livre La Sainte Touche, publié chez Lattès dans la collection La Grenade. Merci beaucoup, Xavier et Silly, de m'avoir aidé à mener cette interview. On passe tout de suite aux petites sorties. C'est ce week-end avec le retour à la vie, notamment à la Gare Saint-Sauveur qui propose des concerts tous les week-ends. Un plaisir pour les artistes évidemment et pour le public qui sera guidé forcément par ces musiques entendues depuis la rue. Un extrait tout de suite avec Cola Bedois.
Le public, en fait, est très heureux de retrouver des spectacles. Et on se rend compte aussi, d'ailleurs, que les artistes sont très heureux à nouveau de se produire. Finalement, ça nous a manqué à tous. Ça fait plaisir, hein, surtout que c'était pas prévu. On passe dans la rue, on reçoit un tract et on se dit que bon, on va essayer. Ça fait plaisir de retrouver une ambiance qui fait penser au monde d'avant. Frédéric Asta, du coup, vous connaissez pas du tout? Pas du tout. Alors, ambiance qui va quand même être un peu différente parce qu'on est assis, on doit rester assis. Oui, on doit rester assis. Bon, ça, c'est des conditions qui sont obligatoires, mais c'est toujours plaisant de revenir sur le site et d'écouter un artiste qu'on connaît pas. C'est la magie de Saint-Saul, découvrir dans un lieu qui est particulier. Faut pas pleurer, parce qu'après on peut pas chanter, mais ça fait du bien de voir. Des concerts donc dès demain à la gare Saint-Sauveur entre autres, et les ch'tis de sortie c'est demain sur notre antenne à partir de 7h45. Merci beaucoup Djamel Cherigui. Je rappelle votre livre La Sainte Touche à retrouver donc dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Xavier et Silly, restez avec nous. L'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.